Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Jordan QF, naturopathe fonctionnelle, formée et spécialisée dans les troubles du cycle féminin et les troubles digestifs, praticienne en massage. Jordan est une femme douce qui nous partage son parcours, qui nous partage sa relation avec son cycle menstruel et la manière dont ces troubles hormonaux depuis son adolescence, ces troubles digestifs ont impacté son quotidien et comment elle a transformé ces troubles, ces déséquilibres en outils transformateurs, en outils puissants pour être aujourd'hui en pleine puissance, en pleine appropriation, en pleine incarnation de son bien-être. Son parcours l'a amenée à de nombreuses lectures, à se former et à être aujourd'hui elle-même accompagnante des femmes pour les soutenir dans leur cheminement, pour que les femmes trouvent une porte ouverte, une oreille tendue, trouvent cette épaule, trouvent ce pilier, ce soutien, pour simplement parfois être entendues, être écoutées, pour être reconnues dans leur mal-être, pour être reconnues dans leur souffrance, pour être reconnues dans leur douleur, afin que les souffrances des femmes liées aux troubles menstruels ne soient pas quelque chose mis sous silence, ne soient pas quelque chose qui nous soit dit dans nos têtes, que tout est créé, que ce n'est pas réel et qu'il n'a rien lorsqu'on fait des examens. Jordan se présente comme une femme mature, compétente, avec une grande capacité d'écoute et d'empathie. Elle œuvre au service des femmes, elle met au service sa propre expérience, ses connaissances et aussi sa douce personnalité. Dans cet épisode, nous avons parlé de son parcours, mais aussi de la naturopathie fonctionnelle, comment est-ce qu'elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle prend en compte et en quoi est-ce qu'elle peut aider les femmes à retrouver un équilibre hormonal. Elle nous donne aussi des outils à faire, mais aussi ces outils à ne pas faire qu'elle a expérimenté elle-même mais qui ne lui ont pas servi. C'est un partage vraiment authentique avec son cœur qu'elle a pour mission dans cet épisode et à travers sa vie professionnelle d'accompagner les femmes à reprendre le pouvoir sur leur santé avec cette approche holistique. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bienvenue sur le podcast de la cyclicité incarnée, un espace où l'on honore sa cyclicité et où l'on apprend à être à l'écoute de son corps. Je suis Elina, votre hôte pour ce podcast, et je vous invite pour chaque épisode à plonger ensemble au cœur de nos rythmes intérieurs, à la rencontre de notre corps féminin et ses fondements, afin d'honorer notre nature de femme cyclique et d'incarner notre véritable essence. Grâce à une approche holistique, des témoignages inspirants, des échanges avec des professionnels du bien-être féminin, nous explorons ensemble des outils concrets pour comprendre, honorer et célébrer notre cyclicité au quotidien. Intuition, souveraineté et liberté sont les mots qui guident chaque épisode. Merci pour votre écoute et votre présence à mes côtés au sein de ce voyage vers une féminité réconciliée, consciente et incarnée. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast de la cyclicité incarnée. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un épisode où je ne suis pas seule, mais je suis accompagnée d'une très belle femme qui se nomme Jordan. Jordan est naturopathe, elle est également formée en hormologie fonctionnelle, troubles digestifs, elle est également praticienne en massage, drainage lymphatique, Chin et Tsang, et elle vient tout juste d'ailleurs d'ouvrir son espace au cœur de la ville de Brest. Je suis très heureuse aujourd'hui de retrouver Jordan qui est là pour nous parler de son parcours, du parcours qu'elle a eu avec son cycle féminin,
sa digestion et qu'est-ce qui l'a amenée, à travers tout ce qu'elle a vécu, à être aujourd'hui au service des femmes pour les accompagner à se sentir mieux dans leur quotidien, les accompagner à reprendre leur pouvoir sur leur santé féminine, sur leur bien-être. Bonjour Jordan et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Elina et merci beaucoup de ton invitation à participer à ce podcast aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui et afin d'ouvrir cet épisode, notre conversation, j'ai une première question à te poser. Jordan, dis-moi un petit peu, comment honores-tu ta nature de femme cyclique? Je pense que je l'honore parce que je la comprends. Je pense que c'est vraiment la clé, la compréhension. Hem, j'ai vécu des années au début en fait de mon cycle en étant sous pilule contraceptive, je pense comme beaucoup de femmes. En tout cas à l'époque, moi c'était vraiment, on avait la pilule contraceptive très jeune. Et j'ai vécu en fait à l'écart de ce cycle pendant très longtemps parce que j'avais plus de cycle naturel et je pense que vraiment je l'honore maintenant en comprenant ces différentes phases et en les respectant. Je pense que c'est vraiment la base, je pense. Mmh. Sur ton site internet, j'ai relu un message que tu as écrit et aujourd'hui j'aimerais le partager. Alors sur le site de Jordan, j'ai lu qu'elle a écrit: «Je sais ce que c'est d'avoir des troubles digestifs fonctionnels et des troubles hormonaux. Je vis avec depuis plusieurs années. Ce qui me frappe le plus, c'est à quel point ils peuvent affecter mon corps et mon esprit». Qu'est-ce que tu nous dirais de cette phrase et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement de toi, ton parcours avec ton cycle menstruel et à quel point, hem, ce que tu as vécu a affecté ton corps et ton esprit? Oui, alors si je fais un peu une rétrospective et que je reviens, quelques années en arrière, depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours eu des règles douloureuses. Donc je suis rapidement allée voir le médecin qui m'a mis sous pilule, hein, je crois que c'était vers 16 ans. Donc c'était absolument pas à visée contraceptive à l'époque, mais c'était pour réguler les cycles, enfin pour enlever les douleurs, voilà. Donc à l'époque, c'est ce qu'on disait, c'était pour réguler les cycles. Et donc on me met sous pilule et à chaque fois que j'avais, alors mes règles, enfin mes saignements de privation, parce que c'est pas vraiment des règles quand on est sous pilule, mais quand j'avais mes saignements de privation tous les mois, j'avais des douleurs vraiment horribles. Vraiment, c'était, des coups de poignard, c'était des troubles digestifs à ce moment-là qui étaient, empirés. Vraiment, c'était très, très, très compliqué et donc j'ai essayé de faire d'autres, recherches et je me suis confrontée en fait bah, pas grand-chose finalement. On me disait: «C'est normal d'avoir mal pendant ces règles, c'est moi qui étais douillette», voilà, il y avait pas cette écoute de ce que je ressentais et de ce que je vivais et au-delà d'une douleur physique, c'était aussi une douleur en fait, psychique. C'est-à-dire que, ben, pendant, 1 semaine avant mes règles, c'était compliqué. Pendant mes règles, j'avais super mal, j'étais pas bien, j'étais déprimée, j'avais vraiment des pensées noires et cetera et donc c'était vraiment super compliqué et donc j'ai quand même essayé de pousser. J'ai été voir des spécialistes et au bout de quelques années, j'ai eu un examen et j'avais une suspicion d'adénomiose. Donc c'est une endométriose interne, donc des lésions qui sont dans la paroi de l'utérus et donc j'ai été mise en pilule sous continu. Donc pour éviter en fait d'avoir des saignements et donc éviter que la maladie se propage. Et ça c'était il y a 12 ans. Donc on voit maintenant, c'est toujours compliqué de se faire diagnostiquer, hein, d'endométriose, d'adénomiose et d'autres pathologies féminines. Donc il y a 12 ans, c'était encore plus compliqué et voilà et j'ai juste eu la pilule en continu et puis c'était tout. Donc ça a réglé une partie
des problématiques, donc j'avais plus ces douleurs, pendant les règles. Mais par contre, voilà, j'avais toujours ces troubles digestifs qui, étaient là, bah, tout le temps. Donc pareil, ça a été, un peu un chemin de croix pour essayer de trouver des spécialistes. Donc j'ai vu des gastro-entérologues, j'ai vu des médecins, j'ai et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait rien d'organique. Pas de maladie chronique, pas de «maladie grave» entre guillemets et donc ben, dans ces cas-là, on vous dit: «Ben, il y a rien» et OK et mais il y a rien, OK, mais c'est-à-dire? Bah, c'est dans votre tête, c'est le stress. D'accord, OK. Mais moi, je le ressens dans mon ventre. J'ai des douleurs, j'ai des troubles du transit, j'ai plein de problématiques, donc qu'est-ce que je fais? Bah, vous prenez, du Spasfon, vous prenez des médicaments et puis ça va passer, quoi. OK et et voilà et depuis, en fait, je me suis sentie vraiment, abandonnée dans ce côté, médical où j'ai pas trouvé l'aide que je recherchais et et donc je suis allée la chercher moi-même et c'est pour ça que je le dis sur mon site, c'est qu'en fait, je comprends ce que vivent ces femmes parce que je suis passée par là. Et je pense que déjà comprendre ce qu'elles vivent, ça me permet de faire preuve d'énormément d'empathie et d'écoute et de compréhension de ce qu'elles vivent. Ouais, parce que finalement, c'est un petit peu ce qu'on discutait aussi en off avant cet épisode. L'importance aussi et ce qui manque à l'heure actuelle, c'est cette écoute. En fait, c'est d'être reconnu dans ses Ouais. sensations, d'être reconnu dans ses ressentis et que les douleurs, les souffrances que, l'on vit, que les femmes vivent au quotidien, Mmh. liées, voilà, à différents troubles, elles soient écoutées, elles soient reconnues et finalement, rien que ça, des fois, ça peut déjà être un soutien immense. Ouais. Complètement et quand on entend que c'est rien, que c'est le stress, que c'est dans la tête, moi j'ai ressenti une colère incroyable, en fait. Mmh. De me dire: «Mais je sais ce que je vis, je le ressens dans mon corps et on me dit qu'on peut rien faire, on me dit que c'est moi qui en fait, quand on dit: «C'est dans la tête, c'est le stress», c'est moi qui me donne tous ces symptômes, c'est hyper dur à entendre et je pense que quand on est dans ce parcours de comprendre ce qui nous arrive et qu'on se heurte à ce discours, on ressent beaucoup de colère et je pense que beaucoup de femmes passent par cette colère-là qui est pas, qui aide pas, en fait, à avancer et à comprendre et je pense que c'est ça qui m'a aidée, c'est de vraiment de comprendre et de sortir de cette colère pour aller, ben, oui, comprendre vraiment la physiologie du corps parce que, OK, on nous dit: «C'est le stress, c'est dans la tête». Mais si on nous disait qu'on nous expliquait, en fait, réellement que, OK, c'est peut-être le stress effectivement, mais que le stress a des impacts sur le corps et qu'il y a des moyens de le réguler, en fait et des moyens de travailler là-dessus. C'est ça qu'on devrait entendre, pas juste: «C'est dans la tête, débrouillez-vous». C'est oui, ça peut être lié au stress, mais il y a d'autres choses et voilà, c'est ça, je pense que qui manque à l'heure actuelle, c'est d'expliquer aux gens. Oui, effectivement et de faire des liens Ouais. entre ce qu'on ressent, ce qui se passe dans nos vies, nos modes de vie, notre environnement de vie et les Mmh. besoins de notre corps, en fait. Parce que le du fait qu'on n'ait pas accès à cette connaissance des besoins, physiologiques, des besoins hormonaux, de juste, en fait, comment est-ce que, par exemple, bah, nos hormones vont venir nous impacter, à quel niveau, sur, voilà, quel aspect de nos vies et bien, ça fait que de fait qu'on n'a pas cette compréhension, forcément, on n'a pas, ouais, forcément cette logique et cette intuition d'aller faire des liens entre, ben, peut-être que, voilà, le niveau de stress que j'expérimente à l'heure actuelle au niveau, de mon travail, au niveau professionnel, bah, ça va avoir forcément oui, on le sait que ça a un Mmh. impact sur, no comment on se sent, comment est-ce que notre niveau d'irritabilité, mais je trouve qu'il manque un petit peu, ouais, justement cette profondeur et surtout pour, ben, pour les femmes qui sont menstruées et de comprendre comment ces niveaux de stress, l'alimentation que on va avoir, quel impact elle va avoir sur notre fonctionnement et à quel point ça va être en lien avec le bien-être de notre utérus, le bien-être de nos hormones, le bien-être, de notre cycle féminin et je trouve que c'est cette mission-là, que toi tu as et que voilà d'autres femmes ont
aussi en accompagnement les femmes, de juste, en fait, transmettre, faire des liens et donner les connaissances, donner le pouvoir aux femmes de comprendre comment elles fonctionnent. Comme ça, après, elles ont cette responsabilité, elles ont le pouvoir qui leur est rendu pour mettre en place, voilà, des actions, pour se faire peut-être aussi accompagner, pour revenir à un équilibre hormonal, à une harmonie intérieure. Et voilà, je trouve que cette façon aussi de donner si facilement la pilule pour venir, lisser ces symptômes, pour qu'en fait, ça va être une opinion très personnelle que je vais partager ici, mais je le ressens comme un moyen, en fait, de faire taire les femmes. On te donne la pilule, c'est un peu comme, un outil qu'on te donne, comme ça, ben, tu te tais, on n'entend plus, tes souffrances, tu ne souffres plus, mais en aucun cas on te redonne ton pouvoir. C'est d'un côté, on le prend encore plus et à la fois je comprends que, eh bien, il y a des moments, c'est peut-être aussi la seule solution pour l'instant qu'on a besoin, et à l'instant T que l'on a la capacité de recevoir. Mais voilà, avoir, un peu cet équilibre entre, ben, donner les connaissances et voir ce qui est possible à l'heure actuelle. Ouais, c'est c'est exactement ça. La pilule, c'est un très bon outil, d'émancipation de la femme, les femmes se sont battues pour ça, pour pouvoir contrôler les naissances et je trouve ça vraiment super. Maintenant, ça reste un perturbateur endocrinien. Mmh. C'est, quelque chose qui va modifier les hormones, qui va mettre sous silence les hormones. Donc effectivement, ça devrait être un outil qui devrait être pris en connaissance de cause. Malheureusement, c'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que, voilà, on va donner la pilule, mais on va absolument pas parler des effets secondaires, on va pas, les mettre en avant, expliquer quels sont les risques, qu'est-ce que ça engendre et je trouve ça vraiment vraiment dommage parce que certaines femmes prennent la pilule, mais pendant des années, se retrouvent, bah, complètement fatiguées, avec des carences micronutritionnelles parce que, bah, la pilule engendre beaucoup de carences au niveau des vitamines et des minéraux. Elles vont avoir une libido complètement, voilà, réduite à néant, enfin, plein de choses et on leur explique pas que ça peut être lié à la pilule et surtout qu'il y a d'autres, alternatives que la pilule. Exactement et puis en plus finalement notre cycle menstruel, il régit, il régit notre vie, il régit nos journées et lorsqu'il est, comme tu le disais, si joliment avec la pilule, hem, mis sous silence. Mmh, Et ben, du coup, ça fait que, ben, nos journées, elles vont être modifiées par des hormones de synthèse, par des facteurs extérieurs et que l'expérience que l'on a de notre propre vie, elle mmh, est biaisée par des mmh, facteurs extérieurs. Et après, j'aime beaucoup aussi le fait que tu soulignes, voilà, que la pilule, elle a permis l'émancipation de la femme et moi, ça me renvoie au fait que quand, par exemple, je discute avec ma maman, qui est, voilà, née dans les années 60, pour elle, la pilule, c'était la libération, quoi. C'était, ben, super, on peut contrôler, on n'est pas obligé d'avoir, voilà, plusieurs enfants. Enfin, on peut contrôler cette volonté de réfléchir: «Est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants? Combien est-ce que j'en veux?» Et d'avoir, bah, voilà, la relation sexuelle aussi plus dans une notion de plaisir sans avoir forcément, mmh, la peur, ben, qu'il y ait, voilà, une fertilité, enfin une fécondation derrière et des enfants. mmh, Et j'aime beaucoup cet aspect et j'aime aussi ce que tu amènes de donner toutes les clés en main, de présenter toutes mmh, les options et après c'est toi qui choisis ce que tu veux pour toi avec tes mmh. capacités à l'instant T. Et du coup, je trouvais aussi, tu l'as mentionné, quand tu partageais sur ton parcours et quelque chose aussi qui peut-être est à l'heure actuelle, un petit peu minimisé, c'est la charge mentale, en fait, que tu peux ressentir quand tu traverses, ces troubles digestifs, ces troubles hormonaux et qu'en plus tu te heurtes à un silence, que tu te heurtes à des réponses où on te dit que c'est un entre guillemets, «c'est toi le problème» et Mmh. que non, il y a tout va bien, c'est dans la tête et j'imagine que cette charge mentale au quotidien pour toi, personnellement, elle a dû aussi beaucoup influencer tes journées, tes années de vie avec ce que tu as vécu. Ouais, complètement, ça a été vraiment très dur. Je pense que j'ai eu des années vraiment compliquées. J'ai eu vraiment des années compliquées, effectivement. J'en ai pleuré, hein, vraiment, j'en ai pleuré des
des jours et des jours, à me dire: «Mais, j'ai pas envie de vivre comme ça, en fait. Je c'est pas une vie d'avoir mal tout le temps, de pas profiter, de». Moi, j'étais beaucoup impactée par les troubles digestifs. Donc Mmh. j'étais toujours en train de réfléchir à ça en me disant: «OK, bon là, comment ça va se passer? Et là, je vais avoir mal au ventre, je vais être malade, je vais avoir un problème de transit. Comment ça va se passer?» Donc est-ce que OK, là, je sors ce soir, donc bah, je vais faire attention à ce que je mange parce qu'en fonction de ce que je mange, je vais peut-être être malade. Là, dans 2 semaines, je crois que je dois avoir mes règles. OK, donc là, je vais être pas bien du tout pendant quelques jours, donc bah, je vais rien prévoir du tout. Bah, finalement, elles arrivent 3 jours en avance. Là, j'avais prévu plein de choses. Qu'est-ce que je fais? La panique, enfin, en fait, j'organisais tout mon quotidien autour de ces problématiques et en fait, j'étais devenue ces problématiques. Mmh. Oui et du coup, forcément, ça impactait, à la fois, ben, ton bien-être, ton équilibre, ta relation aussi avec les autres, ta capacité de Ouais. faire des activités à l'extérieur, ouais, c'est, assez, assez impressionnant et je lisais aussi, ce matin sur le site, d'Endo France qui disait qu'à ce jour, bon après, tout en ayant conscience qu'aujour le diagnostic, de l'adénomiose, de l'endométriose, de ce type de maladie, aujourd'hui, ça reste un parcours qui prend du temps, ça reste un parcours long. Mmh. Donc au niveau des chiffres, je pense qu'il faut, voilà, prendre un petit peu aussi de recul et des pincettes. Mais à ce jour, donc ce site disait qu'environ 30 des femmes, en âge de procréer présentant, des saignements qui sont anormaux, des douleurs, pelviennes, ou qui souffrent de fertilité, elles reçoivent ce diagnostic de l'adénomiose. 30 des femmes. Je trouve que Mmh. c'est un chiffre qui est assez, énorme en fait, qui est assez parlant et Mmh. sachant que ça veut dire que potentiellement, voilà, c'est simplement l'adénomiose, mais après il y a, voilà, il y a toutes les autres maladies aussi qui Mmh. entrent en compte. Donc aujourd'hui, ce serait intéressant, je ne sais pas si c'est possible de faire cette statistique, mais de savoir finalement, bah, combien de femmes sont en souffrance? Combien de femmes vivent leur cycle menstruel comme une charge mentale, comme, un peu comme un bagage qui les alourdissent, qui les ralentissent dans la vie, dans une vie, voilà, plutôt en harmonie, de bien-être et ces chiffres, moi, je les trouve, vraiment importants, quoi. Ouais, je pense qu'il y a très peu de femmes aujourd'hui qui vivent des cycles, où tout se passe bien. Que ce soit en Mmh. termes de douleur, en termes de flux de règles, i c'est alors, forcément, je suis un peu biaisée parce qu'en consultation, j'ai des femmes qui viennent me voir pour ça, mais j'ai aussi des femmes qui viennent me voir pour d'autres motifs, hein, troubles digestifs, des migraines, des troubles du sommeil et cetera et je vais toujours, chercher en fait, en naturopathie fonctionnelle, on vient regarder tous les systèmes. Donc on vient vraiment s'intéresser à l'intégralité de la personne. Donc qu'importe le motif de consultation, on va parler du système reproducteur, on va parler du système digestif, respiratoire, sanguin. Voilà, on fait vraiment un check-up global et quand on creuse, en fait, sur le système reproducteur et ben, on se rend compte, en fait, que, ben, il y a un SOPK, donc un syndrome des ovaires polykystiques, il y a des règles, hémorragiques, il y a de l'endométriose, il y a des règles très douloureuses. En fait, il y a vraiment énormément de problématiques qui sont liées au cycle chez les femmes maintenant. C'est vraiment énorme. Et est-ce que tu penses aussi que, il y a aussi des femmes on en parle de plus en plus et on ose de plus en plus venir en parler et se libérer là-dessus. C'est peut-être aussi ce qui fait qu'on a cette sensation un peu cette vague de troubles, cette Mmh. vague de maladies qui arrive? Oui, je pense qu'il y a de ça. Parce qu'avant c'était très tabou, encore plus que ça ne l'est maintenant. Quand je vois ma maman, elle a toujours eu des douleurs incroyables pendant les règles, vraiment on en parlait encore, hier. Elle me disait, voilà, elle avait des coups de couteau, elle devait rentrer du travail, elle faisait des malaises parfois tellement elle avait des douleurs. Et à l'époque, ben, il fallait pas en parler donc voilà, elle rentrait, elle disait qu'elle se sentait pas bien, mais jamais, au grand jamais, elle aurait dit que c'était, parce que voilà, elle avait ses règles. Donc je pense qu'il y a ça, le fait qu'on en parle plus et je pense aussi que les problématiques liées au cycle, c'est aussi une «maladie» entre guillemets de civilisation. C'est-à-dire que
plus voilà, plus on avance avec le temps, plus on a des modes de vie, stressants où on est, voilà, stressé, on a des terrains inflammatoires, les perturbateurs endocriniens. Je pense que, voilà, plus on avance et plus c'est des pathologies qui se développent. Ouais, du fait de nos styles de vie et de l'environnement dans lequel on est. Mmh. Ouais, c'est ça, l'environnement, l'alimentation aussi qui va être plus inflammatoire, le voilà, le stress, hein, qui est un facteur vraiment mais tellement important. La pilule aussi, voilà, qui peut aussi jouer, hein, comme qui est un perturbateur endocrinien. Donc il y a vraiment je pense que c'est un tout qui fait qu'il y a de plus en plus, de femmes qui sont touchées et qu'elles osent plus en parler, ça c'est évident aussi. Mmh. Et alors, toi, est-ce que tu dirais que tu as eu, un déclic? Est-ce que tu t'es dit à un moment, voilà, tu t'es confronté à cette errance médicale, tu étais là avec tes symptômes, avec tes souffrances, avec tes douleurs. Mmh. Alors tu nous as déjà partagé que pour toi ça a été aussi d'approfondir tes connaissances, d'avoir ces connaissances par rapport à tes phases, par rapport à ton cycle, par rapport aux Mmh. besoins de ton corps. Mais est-ce que tu es arrivé à un moment où il y a eu un peu ce déclic dans ta vie où tu t'es dit: «Là, non mais il faut que je change quelque chose, il faut vraiment que je reprenne ma santé en main»? J'arrive pas à identifier un moment vraiment déclencheur, mais je sais qu'à un moment donné, je me suis dit: «Tu peux pas, attendre de l'aide de l'extérieur, toute ta vie, en fait. Donc prends les choses en main et vas-y, essaye, en fait. Tu risques rien d'essayer et puis tu verras si ça fonctionne». Donc j'ai essayé pas mal de choses. J'ai, fait pas mal de bêtises aussi en essayant. J'ai fait vraiment pas mal de choses. J'ai essayé plein de choses pour aller mieux, des choses qui ont fait que ça a été encore plus catastrophique qu'avant. Donc ça, c'est bien parce que ça me permet aussi de dire à ces femmes de pas faire ça. Hem, mais voilà, j'ai essayé plein de choses et voilà, surtout j'ai essayé de comprendre. Donc j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu encore. J'ai testé des choses et le fait de comprendre, ça redonne le pouvoir et c'est ça qui est hyper important, c'est de reprendre ce pouvoir qu'on peut avoir sur nous-mêmes. Mmh. Et si tu pourrais, peut-être nous citer, 3 choses à ne pas faire, qu'est-ce que tu nous dirais? OK. Alors 3 choses à ne pas faire. Alors moi, ce que j'ai fait, donc c'est de pratiquer le jeûne intermittent, mais Mmh. tout le temps. Et pour une femme, qui plus est, fatiguée, épuisée, hein, ce qui était mon cas à l'époque, c'est pas une bonne idée. Le corps, il a besoin de soutien, il a besoin de, voilà, de carburant, qu'on l'aide à fonctionner, donc avec, voilà, des apports, suffisants et souvent ce qui se passe, avec le jeûne intermittent, parce qu'on en entend beaucoup parler, hein, maintenant du jeûne intermittent. Ça peut être un très bon outil, mais ce qui se passe, c'est que les personnes qui le pratiquent maintenant vont juste sauter un repas et par exemple, le petit déjeuner, ils vont manger midi et soir. Alors qu'à la base, le jeûne intermittent, c'est juste une réduction, en fait, du temps de prise alimentaire, mais on est censé manger autant que si on mangeait 3 repas Mmh. par jour et généralement, c'est pas le cas. Donc ces femmes-là, en fait, sautent un repas et donc ont des apports en moins et donc on vient, en fait, ben, le corps n'a pas suffisamment pour faire tout ce dont il a besoin, donc il va faire des choix. C'est ce que j'explique, hein, toujours en consultation. Si vous donnez pas assez à votre corps pour fonctionner, bah, il va prioriser. Donc tout ce qui est vital, il va le garder. Donc voilà, la respiration, la circulation sanguine, tout ça, on garde. Par contre, ben, faire un bébé quand on est épuisé, bah, c'est pas la priorité. Donc le cycle menstruel, c'est pas terrible. La digestion, bon, bah, si elle est ballonnée, s'il y a quelques gaz, c'est pas trop grave non plus, c'est pas vital. Donc voilà, donc vraiment et faire attention à manger suffisamment. Donc je pense que c'est ça. Le un et le 2, c'est attention au jeûne intermittent, manger suffisamment, Mmh. parce que pareil, j'étais en restriction calorique, je mangeais, quasiment plus rien, parce que je digérais plus rien. Donc je m'étais dit: «Moins je mange, bah, mieux c'est, je vais pas être malade». Donc j'étais arrivée à une période de ma vie, je pense, où je mangeais quasiment plus que du riz et des Waouh! bananes, voilà. Et là vraiment, ouais, j'avais atteint c'était très problématique. Donc voilà, ne faites pas ça. Et la troisième chose à ne pas faire, c'est de négliger sa santé mentale et son système nerveux. Mmh. J'étais tellement en colère,
qu'on me dise pendant des années que c'était dans ma tête, que j'avais complètement réfuté ça. En me disant: «Je suis pas plus stressée que quelqu'un d'autre, je voilà, je c'est non, c'est sûr que c'est pas ça. Il y a quelque chose dans mon corps qui dysfonctionne, je vais le trouver». Donc j'ai cherché partout. Donc j'ai trouvé des pistes, hein. Mais par contre, j'avais négligé ce système nerveux-là et en fait, c'est une des bases qui fait que j'avais ces troubles. Je les ai encore, mais beaucoup moins et travailler sur mon système nerveux, ça a vraiment été un des piliers de de mieux-être, ouais. Waouh! Et comment est-ce que tu as travaillé sur ton système nerveux? Quelles sont tes pratiques, qui t'ont aidé à travailler là-dessus? Déjà de comprendre qu'on a différents états du système nerveux. J'adore la théorie polyvagale, je sais pas si tu vois? Mmh mh. OK. Mmh. Donc on a différents états du système nerveux. On a un état où on va être, voilà, donc on l'appelle parasympathique, donc on va être bien, on va se sentir, détendu, on va se régénérer, on va bien digérer et cetera. Donc ça, c'est, quand on est dans le ventral. On a un autre, c'est le dorsal. Là, on est dans le figement, c'est-à-dire vraiment on n'a plus aucune énergie, on n'arrive plus on n'a plus envie de faire les choses, on n'a plus envie de voir les gens. Donc là, vraiment, c'est un peu le shutdown, on est à Mmh. plat. Et l'autre, c'est le sympathique et là, on va être vraiment dans l'action tout le temps, l'hypervigilance, on n'arrête jamais de faire des choses, on peut pas, voilà, se poser 5 minutes, c'est pas possible et savoir dans quel état on se trouve pour essayer de revenir à un état régulé. Ça a été vraiment, une des clés et après travailler avec des outils et pour ça, bah, le yoga. Moi, ça a été, vraiment, révélateur. Le yoga, la respiration, utiliser le froid aussi. La Mmh. cryothérapie périnéale, par exemple, Mmh. plein de petits outils comme ça, mais qui, en fait, viennent, voilà, réguler le système nerveux qui, en fait, voilà, a un impact incroyable sur, tous les systèmes du corps. Mmh. Donc de prendre soin de soi, de Ouais, s'offrir c'est ça. des temps de pause, des temps de repos, des temps avec des pratiques, ouais, Mmh. plus douces, plus intérieures, où on crée de l'espace à son corps pour être, pour justement un petit peu se réguler lui-même dans ses propres systèmes et qu'il ne soit pas Mmh. constamment en fait en hyperstimulation et que du coup il ait jamais vraiment ce temps de: «Ah, je vais me déposer là aujourd'hui et puis je vais voir comment je me sens et qu'est-ce qui a besoin d'être regardé et Ouais, pris en compte». c'est ramener de la sécurité dans le corps. Mmh. Mmh. Alors, là, tu nous as donné du coup, c'était ma prochaine question. Tu nous as donné un tips, un outil, un moyen, je veux dire, aussi pour, bah, voilà, pour améliorer, la santé de ton cycle féminin, de ta santé digestive. Qu'est-ce qui toi est-ce que tu peux peut-être nous donner un ou 2 autres outils qui t'ont aidé et qui aujourd'hui peut-être t'aident encore, hem voilà, à avoir équilibré, tes hormones, à avoir retrouvé cette sensation de bien-être, d'équilibre et d'harmonie dans tous les systèmes de ton corps. Hem, le vraiment le plus gros outil, c'est, je vais me répéter encore une fois, mais c'est de comprendre. Chaque personne, chaque femme est différente et aura des problématiques différentes. Une personne qui a des règles douloureuses, par exemple, hem, ce sera peut-être pour une raison et ce qui aura marché pour elle fonctionnera pas forcément chez voilà, chez son amie, chez sa cousine et cetera. Souvent, on voit, hein, passer des messages, «Moi j'ai fait ça, c'est trop bien, j'ai pris une tisane, d'alchimie, c'est super, ça marche trop bien, j'ai plus de douleur». On se dit: «Super, je vais essayer aussi». On essaye, ça fonctionne pas du tout sur nous. Bah, c'est parce qu'on n'avait pas du tout la même, problématique. Donc si c'est de l'inflammation, ça fonctionnera pas, enfin voilà. Donc c'est vraiment essayer de se faire accompagner. Moi, Mmh. je me suis fait accompagner aussi par des naturopathes pour comprendre, pour qu'on m'apporte de l'aide aussi, hein et voilà, le fait que ce soit vraiment personnalisé et qu'on puisse aider chaque femme vraiment de manière individuelle, de comprendre ses propres besoins pour l'aider à réguler ce qui, chez elle, en fait, est dérégulé. Hem, mais si je parle d'outils un peu plus général, la symptothermie, ça m'a beaucoup aidée. Mmh. La connaissance du cycle.
Donc venir, en fait, comprendre, voilà, comment fonctionne mon cycle, savoir quand est-ce que j'ovule. Parce qu'en fait, ce qu'on nous dit, c'est: «Le cycle dure 28 jours, vous ovulez à J14». OK. Ça, c'est dans la théorie. C'est-à-dire que je crois que c'est 10-20 des femmes, voilà, vont avoir ce cycle de 28 jours et cette ovulation à peu près à J14. Moi, je me suis rendu compte, je pensais vraiment ovuler à J14, c'est-à-dire que je l'avais appris, donc je ressentais même dans mon corps des tensions. Je me disais: Mmh. «Ah, c'est sûr, c'est l'ovulation». J'ai pratiqué la symptothermie, donc la symptothermie, c'est on vient regarder 2 facteurs. On vient, regarder la glaire cervicale, donc on vient regarder en fait ces pertes blanches, on appelle ça pertes blanches, quand on est, plutôt jeune et que voilà, on nous dit, on se demande ce que c'est. On dit: «C'est des pertes blanches, c'est rien, c'est normal». OK. En fait, c'est la glaire cervicale, donc qui est au niveau du col de l'utérus et qui permet en fait, soit de bloquer le passage aux spermatozoïdes, soit de les laisser rentrer et même de les garder un peu, en vie quelques jours pour faciliter, l'ovulation et donc forcément, ça coule parfois et donc on peut le voir quand on va aux toilettes, par exemple et donc ça nous donne des informations sur notre ovulation et on a aussi la prise de température, donc ça, on prend sa température tous les matins et après l'ovulation, on a un pic de température. En fait, la température augmente de quelques dixièmes, hein, de degrés. Mais en fait, ces 2 petites choses nous permettent de savoir où est-ce qu'on en est dans le cycle. Et donc je me suis rendu compte que moi, j'ovulais vers J21, donc absolument pas à J14 pour le coup. Mais en tout cas, c'est un super outil qui permet de vraiment, savoir où est-ce qu'on en est dans son corps, de suivre, de se dire: «OK, là, je serai en période d'ovulation à J21. Je sais que je vais être hyper créative, que c'est vraiment un moment où j'ai envie de voir les autres, où j'ai envie d'être en lien et cetera». Alors que, je sais très bien que quand je serai en phase lutéale et plus je vais aller vers mes règles, plus je vais vouloir me recentrer, plus je donc vraiment, ça m'a permis de me connaître et de voilà, de savoir comment naviguer un peu entre les différentes phases? Mmh. Oui et j'aime ce que tu partages sur l'unicité de chaque femme, c'est très vrai. De se donner l'opportunité d'avoir ces connaissances, mais une fois qu'on a ces connaissances et cette compréhension, de se l'approprier à soi et de voir ce qui fonctionne pour soi, que ce soit, voilà, exactement en termes d'observation de son cycle, en termes, d'alimentation, en termes de pratique, en termes de pratiques sportives également. On est toutes uniques, on a toutes, une grille de lecture qui nous est propre et l'invitation est aussi d'explorer, de prendre le temps d'explorer. Moi, personnellement, j'ai l'impression que chaque cycle, enfin, c'est même pas une impression, mais chaque cycle pour moi est une source d'enseignement. Certes, voilà, j'ai des connaissances, je suis hyper passionnée par ce sujet, hyper intéressée, j'ai le senti que voilà, je me connais, voilà, je me connais dans les bases quand même, mais j'ai l'impression que chaque cycle est vraiment, voilà, une nouvelle opportunité d'apprendre, une nouvelle opportunité que ton corps va t'envoyer des signaux, va t'envoyer des Mmh. messages. Encore une fois, en fonction de, peut-être ce que tu vis, le niveau de stress que tu as dans ton cycle à ce mois-ci. Est-ce qu'il va y avoir des expériences un petit peu extraordinaires qui vont se passer, qui vont Mmh. susciter, voilà, des émotions peut-être extrêmes? Hem et à chaque fois, en fait, chaque cycle est une nouvelle opportunité d'apprendre, de s'observer et d'approfondir cette relation à son corps et d'approfondir cette Mmh. écoute du corps. Mmh. Oui, oui, complètement. Je pense que c'est on apprend à chaque ouais, clairement, on apprend à chaque cycle et plus on apprend, plus on se comprend et plus on peut, voilà, adapter, comme tu dis, même la pratique sportive. C'est vrai que ça, c'est hyper intéressant. Ça va être les activités, le sommeil aussi, l'alimentation. Quand on est en phase lutéale, donc la phase qui a entre l'ovulation et entre les menstruations, on a des apports qui doivent être augmentés. Je crois que c'est à peu près 300 calories. Donc c'est pas rien et en fait, le corps a besoin de plus de choses, de plus de carburant pour fonctionner et de le savoir, OK, je sais que là, je peux lui permettre d'avoir plus et souvent on l'entend chez les femmes, elles se flagellent un peu en disant: «Moi, avant mes règles, j'ai envie de manger plein de sucre, je j'arrive pas à tenir, j'ai des craquages et cetera». Mais ouais, mais c'est juste ton corps qui t'envoie un signal pour te dire:
j'ai besoin d'énergie et Ouais. forcément, sa première source d'énergie au corps, c'est le sucre parce que c'est ce qu'il peut utiliser directement. Donc Mmh. il va pas donner envie de manger la carotte qu'il y a dans le frigo. C'est plutôt le paquet de gâteaux qui est au placard avec bien plein de sucre, plein de chocolat. Donc on arrête de se Exactement. flageller et juste on se dit: «Bah, OK, j'apporte plus au corps parce qu'il en a besoin». Et je me culpabilise pas de le faire. Je me Exactement. culpabilise pas de manger plus, d'avoir ces ressentis-là aussi. Parce que je trouve que, ouais, il y a cette notion aussi de s'autoriser et Ouais. de ne pas se culpabiliser. C'est pas parce qu'aujourd'hui, bah, je vais manger plus et même si, voilà, je craque, je prends un paquet de gâteaux, bon, c'est pas l'idéal, mais voilà, si ça arrive une fois de temps en temps, bah, c'est pas grave, c'est OK. Mmh. Hem, Ça vient aussi toucher ici à la question du conditionnement et à quel point aussi le conditionnement, les croyances que l'on a, de par, voilà, la société, de par, notre éducation, notre là où on a grandi, à quel point ça vient aussi influencer cette relation que l'on a à notre cycle, mais aussi cette relation que l'on a à nos habitudes, à l'image de notre corps, à qu'est-ce que c'est que, comment est-ce que je dois manger pour, avoir, un corps, en bonne santé, qui plaît aux autres, mais, avant tout aux autres avant qu'il me plaise à moi. Mais si je mange trop, je vais prendre du gras. Voilà, toutes ces pensées, toutes ces croyances limitantes qui Mmh. viennent, nous impacter et en tout cas pour moi, je sais qu'en apprenant le fonctionnement de mon corps, de mon cycle menstruel, ça m'a grandement invitée aussi à cette notion de déconditionnement. De me Mmh. dire: «Je suis unique, mon mode de fonctionnement est unique et donc la manière dont je vais me nourrir, dont je vais faire ma pratique sportive, dont je vais travailler, je dois me l'approprier, en fait». Le modèle qu'on m'a donné, c'est le modèle qu'on m'a donné, mais c'est un modèle qu'on donne à tout le monde et clairement, comme chaque Mmh. individu est unique, c'est un modèle qui peut pas, Ouais. aller à tout le monde et du coup, l'invitation, je trouve avec, voilà, la connaissance de soi, la connaissance de ses besoins, c'est de trouver sa propre, blueprint comme je dirais en anglais, son empreinte à soi, son ADN entre guillemets, son empreinte à soi et de connaître quelles sont les habitudes qui vont vraiment venir nous soutenir et encore plus en tant que femme menstruée, donc Mmh. avec un cycle menstruel où il y a des variations à chaque phase. C'est encore plus primordial Mmh. d'enlever ce déconditionnement, cette notion un peu de linéarité que tout doit être pareil tous les jours, 24 heures sur 24 et de ramener de la rondeur, de ramener de la cyclicité dans nos habitudes et de Mmh. s'autoriser aussi d'avoir, justement ces moments, bah, on a envie de manger plus, ou ces moments où on n'a pas forcément envie, de se retrouver dans, un lieu où il y a beaucoup de monde, d'aller parler, de s'autoriser des moments où, bah, peut-être, en fait, on a juste envie d'aller essayer une nouvelle activité, d'aller se faire plaisir, d'incarner et d'accepter ces fluctuations qui ne font pas de nous des femmes, un peu, folles ou hystériques, peu importe Hystérique. comment on veut l'appeler, mais simplement des femmes cycliques qui Mmh. nourrissent, qui vivent de cette source de créativité qu'on a en nous, voilà, c'est cette féminité, en Ouais. fait, que l'on a. Ouais. On est dans une société qui est très patriarcale, hem et tout est pensé sur un rythme de vie où tout est très linéaire, comme tu l'as dit et et c'est pas adapté aux femmes et et de le savoir et de s'en rendre compte et de se dire de reprendre le pouvoir, encore une fois. De se dire: «Mais c'est moi qui Ouais. choisis quel, enfin, ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de le faire et à quel moment» et je pense que c'est hyper important et et de se dire: «Je suis puissante». C'est-à-dire que tous les mois, j'ai ces variations d'hormones parce que, ben, j'ovule, parce que je peux créer la vie, parce que, j'ai c'est hyper important de se rappeler ça. On est des femmes puissantes. Yes! À 100 complètement. J'adore ça. Hem Et du coup, pour être dans sa puissance, toi donc, voilà, tu as eu tout ce parcours qui t'a amené à t'instruire, à lire, à apprendre, à être à l'écoute de ton corps
Et puis, ben, j'imagine que du coup après ça t'a aussi amené à te «former» entre guillemets aussi à la naturopathie pour, enfin, j'imagine continuer à t'accompagner toi-même, mais aussi être dans cette mission, d'accompagner les autres à reprendre ce pouvoir, à être dans leur puissance grâce à une approche, Mmh. plus holistique qui inclut, voilà différentes, dimensions. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de justement, bah, quelle est la mission de la naturopathie fonctionnelle, comme tu le précisais et peut-être une étape encore plus, comment est-ce que la naturopathie peut aussi accompagner les femmes, aider les femmes à retrouver cet équilibre et ce bien-être hormonal? Mmh. Hem, Au sujet de la formation, donc j'avais déjà fait beaucoup de recherches et j'avais expérimenté beaucoup de choses avec, un mieux-être, hein, ça c'est certain. Hem, mais justement, je me suis rendu compte en échangeant avec des copines, avec, d'autres femmes que ce qui fonctionnait pour moi, fonctionnait pas forcément pour elles. Et c'est là où je me suis dit: «Bah, OK, toi, tu as expérimenté des choses qui ont fonctionné, maintenant ça marche pas pour tout le monde, donc il faut aller voir plus loin». Hem Et donc je me suis dit: «Bah, voilà, la naturopathie, c'est clairement, tous les piliers qui m'intéressaient». C'est-à-dire on parle alimentation, on parle hygiène de vie, on parle, voilà, retour à soi, mouvement, gestion du stress, enfin voilà, tous les piliers qui, selon moi, ont eu des impacts dans, mon mieux-être. Et donc je me suis formée en naturopathie. Hem, donc la naturopathie, c'est très vaste. Il y a autant de naturopathie, je pense, que de naturopathes ou presque. Il y a des courants différents, il y a des approches différentes. Et donc moi, je suis plutôt dans la branche, on l'appelle naturopathie fonctionnelle, dans le sens où l'idée, c'est d'aller vraiment, en fait, à la racine des déséquilibres pour, travailler, en fait, en profondeur et pas rester en surface. C'est-à-dire que malheureusement, quand on va chez le médecin actuellement, par exemple pour, bah, des douleurs de règles, voilà, on va prendre cet exemple-là, bah, on va nous prescrire la pilule. Voilà, vous aurez plus de douleurs de règles ou alors on va nous donner du Spasson pour atténuer la douleur pendant les menstruations. OK, mais si je change rien d'autre, le mois prochain, si je prends du Spasson, bah, c'est pareil, j'aurai mal, je prendrai du Spasson et cetera et cetera. Alors qu'en naturopathie fonctionnelle, on va se demander qu'est-ce qui fait que ces règles, elles sont douloureuses? Et on va en fait aller creuser sur les causes possibles. Donc est-ce qu'il y a de l'inflammation? Est-ce qu'il y a un déséquilibre, entre voilà, œstrogène et progestérone? Donc on va venir vraiment chercher tout ce qui peut engendrer ce symptôme-là, et si on vient travailler sur la cause des symptômes, normalement on arrive à réguler ça de manière un peu plus durable. Donc c'est Mmh. vraiment, en fait, un peu c'est une approche globale, qui permet, en fait, de mieux se comprendre et de venir apporter au corps ce dont il a besoin pour vraiment essayer de retrouver cet état d'équilibre. En venant travailler du coup sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie, sur les niveaux de stress. Ouais, c'est ça, une approche globale, hein, c'est ça, si j'ai bien Ouais, compris? c'est ça, c'est une approche globale, mais qui va vraiment être individualisée. Dans le sens où, voilà, une femme vient me voir parce qu'elle a un SPM hyper important. Ça, pareil, on en parle de plus en plus, mais c'est quelque chose qui est hyper compliqué à vivre. Le syndrome prémenstruel, ça peut aller, voilà, de quelques jours avant les règles jusqu'à même parfois 2 semaines avant les règles, où on a des tensions dans les seins, on est hyper irritable, on pleure devant, toutes les vidéos Instagram, avec, un chaton, un bébé, ou autre. Donc voilà, c'est pas toujours, facile à vivre cette période-là, et on va essayer d'aller comprendre pourquoi. Donc voilà, on vient regarder comment est le cycle. Est-ce qu'il y a une bonne ovulation? Est-ce que la progestérone est suffisante? Est-ce qu'il y a pas un déséquilibre, voilà, est-ce qu'il y a pas trop d'œstrogène par rapport à la progestérone? Comment est l'inflammation? Enfin, voilà, on va vraiment venir tout tout comprendre, et ensuite on travaille sur, bah, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que l'ovulation est pas de bonne qualité? Ah bah, on se rend compte que, bah, il y a énormément de stress. On se rend compte que la personne mange pas suffisamment, la femme n'apporte pas suffisamment à son corps, donc bah, le corps, le cerveau, il envoie un signal au corps, il dit: «Ben, on met le cycle sur pause». Donc forcément, il y aura pas d'ovulation ou pas une bonne ovulation, et Mmh. voilà, c'est vraiment toutes ces symptômes un peu en cascade. Et donc l'idée, c'est de se dire: «Bah, OK, si la cause pour toi, c'est, le stress, c'est l'alimentation qui est pas suffisante, bah, on va travailler sur ces piliers, toi».
Donc en fait, Mmh. il y a vraiment il y a pas, de protocole, pour tout le monde. C'est une personne, un programme. Mmh. Mmh, j'adore. L'unicité, la Ouais, singularité de l'accompagnement et de reconnaître la singularité de mmh. la personne aussi dans ce qu'elle est. Et quel est le lien entre l'alimentation et le bien-être menstruel? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet-là? Mmh, il y en a tellement, il y en a tellement. C'est l'alimentation, c'est une base de travail incroyable. C'est Hippocrate, hein, qui disait, «L'alimentation soit ta première médecine» et vraiment c'est un outil incroyable, de soutien au corps. Déjà dans le sens, voilà, manger suffisamment. J'ai l'impression de me répéter un peu là-dessus, mais 90 des femmes que j'ai en consultation, ne mangent pas suffisamment. C'est voilà, de par, la société qui voilà, et toutes les croyances limitantes qu'on a de se dire: «Voilà, il faut que j'ai, le summer body», le fameux summer body. J'en parle pas. Mais le fameux summer body, il faut pas manger plus que les hommes. Donc c'est-à-dire que quand on va être quelque part: «Oh là là, bah, lui il a pris telle portion, je dois en prendre un peu Mmh. moins. Mmh. Mmh. Il faut pas que je grossisse, le gras ça fait grossir». Voilà, toutes ces croyances-là qui fait qu'en fait elles mangent pas suffisamment et tous les régimes, ça c'est pareil, c'est tous les régimes, qui que voilà, qui existent depuis tellement longtemps et qui sont une aberration pour le corps et encore plus pour le corps de la femme, mais voilà, donc manger suffisamment, Mmh. hem et puis voilà, avoir des apports de qualité, donc manger brut, éviter tout ce qui va être les produits ultra transformés qui maintenant, voilà, sont un Mmh. peu partout, qui vont, voilà, amener des additifs, des conservateurs, donc encore une fois des perturbateurs endocriniens. Donc tous les perturbateurs endocriniens vont, en fait, avoir des rôles à jouer sur le cycle parce que le cycle est lié aux hormones. Donc voilà, éviter les perturbateurs endocriniens. On va essayer aussi d'éviter d'avoir une alimentation qui va être anti-inflammatoire, donc tout ce qui va être, statut en oméga 3, donc les petits poissons gras, par exemple, les maquereaux, les harengs, des choses comme ça, avoir ces apports-là, manger des voilà, avoir de la vitamine B, enfin, il y a vraiment en fait, c'est comment est-ce qu'on peut optimiser tous les nutriments grâce à l'alimentation, c'est vraiment une base, de travail incroyable. Et tu nous parlais aussi, tu évoquais les perturbateurs endocriniens. Mmh. Donc, est-ce que tu peux nous en dire, un peu plus peut-être sur, ben, qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien et pourquoi en fait un perturbateur endocrinien peut venir perturber, l'équilibre de notre cycle menstruel? Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps? Un perturbateur endocrinien, donc souvent on entend ce mot, système endocrinien, perturbateur endocrinien et en fait c'est très vaste. Donc on fait pas trop le lien. C'est-à-dire que les gens, OK, perturbateur endocrinien, alors maintenant on en parle un peu plus, mais ça reste un peu vague, tu vois? Je sais pas si tu as cette notion un peu de, voilà, ça gravite un peu, OK, un perturbateur Mmh. endocrinien. Si on disait aux gens: «C'est un perturbateur hormonal», parce que c'est Mmh. clairement la définition. OK, là on dirait: «Ah ouais, donc ça perturbe mes hormones». Donc là, il y a déjà un lien Mmh. qui se fait, tu vois? Donc c'est une molécule qui va venir en fait perturber l'action des hormones. Donc soit elle va se fixer, donc on a des récepteurs, aux hormones dans le corps, donc il peut se fixer sur ces récepteurs-là, donc empêcher que les «vraies hormones» entre guillemets se fixent dessus. Soit on va aussi, avoir des impacts sur la production hormonale, enfin voilà, il peut y avoir plein de processus physiologiques qui sont impactés, mais en tout cas, on va avoir les hormones du corps qui vont en fait, pas fonctionner comme elles devraient le faire et donc ben, on va avoir des problématiques qui peuvent être liées à ces perturbateurs endocriniens. Et donc Mmh. on en trouve vraiment partout. C'est-à-dire que maintenant on en trouve, dans les cosmétiques, donc des choses qu'on s'applique, voilà, sur le visage tous les jours avec, au niveau des muqueuses qui vont être absorbées directement, les poêles en téflon, les fameuses poêles, Tefal qui voilà pareil, hein, une seule micro rayure dans une, poêle Tefal, c'est, plein de, microplastiques en fait à chaque cuisson qui va dans les aliments. Voilà, c'est dans le maquillage, c'est dans, les bougies, certaines bougies, dans, les produits d'entretien, enfin, voilà, Mmh. il y en a vraiment vraiment partout, donc on peut pas les éliminer à 100. Mais par contre, c'est bien d'essayer de faire attention quand même à son utilisation de, voilà, ces différents éléments qui peuvent amener énormément, en fait, de perturbateurs endocriniens. Mmh. Il y a tellement, j'ai l'impression de façons et d'outils,
pour venir, ouais, s'aider soi-même, aider son corps dans son Mmh. quotidien à partir du moment où on a justement ces connaissances, cette conscience et cette volonté d'aller, regarder dans les différentes sphères de notre vie quotidienne, pour voir, ben, voilà, bah, écoute aujourd'hui, je me rappelle ça d'ailleurs, je l'avais fait. J'avais fait l'année dernière, parce que j'avais trouvé une liste justement des noms des perturbateurs endocriniens, Mmh. que l'on peut trouver dans les produits cosmétiques OK. et du coup, j'avais pris, tous mes produits cosmétiques. Bon, j'en ai pas énormément en étant, assez nomade, je peux pas me permettre, Mmh. d'avoir, une salle de bain complète mais voilà, je les avais rassemblés et justement, j'avais lu la liste de chaque, produit que j'avais Mmh. et bon, finalement, j'en avais éliminé qu'un qui était mon shampoing et OK. c'est marrant parce qu'en plus, c'est un shampoing que j'avais acheté, en pharmacie, enfin d'une marque, assez dermatologique, enfin voilà, qui pour moi, tu vois, dans le packaging, dans où je l'achète, je fais confiance. Mais Ouais. après quand j'avais lu la liste et j'avais été assez déçue parce que je m'étais dit: «Mince, en plus, c'est un shampoing qui marchait bien», mais voilà, clairement, du coup, je l'avais éliminé Mmh. et ça ouais, c'est vrai qu'en fait, on n'a pas forcément conscience, mais ça peut se trouver dans tellement de petites choses qui sont là, là, là et qu'on fait au quotidien par habitude, qu'on applique sur nous au quotidien ou même les produits ménagers. On va se dire: «Ah bah oui, bah ça va bien nettoyer, donc je vais prendre ça». On va pas se poser plus de Mmh. questions parce qu'encore une fois, bah, on n'a pas forcément cette connaissance de et cette conscience mais ça peut commencer en fait avec des petites choses dans son quotidien et d'apporter cette conscience sur comment les choses autour de moi peuvent m'influencer et par quelle manière est-ce que en les réduisant ou du moins en regardant ce qu'il y a dedans, en allant un peu en profondeur et ben, je peux déjà commencer par ces outils-là à reprendre le pouvoir sur ma Mmh. santé et à prendre soin, de mon corps. Ouais, c'est ça, en fait, c'est vraiment avoir tous les outils à disposition et d'y aller par étapes et ça, c'est vraiment important aussi, Hem, on change pas, tout du jour au lendemain en naturopathie, quand on vient me voir en consultation. Je vous dis pas: «Vous changez tout votre poêle, on enlève tous les produits ménagers, tous les cosmétiques». Non, voilà, on fait des choix et on y va par étapes et c'est Mmh. déjà juste d'avoir cette prise de conscience et après le cheminement, il se fait tout seul aussi. Mmh. Ah, c'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant d'avoir cette vision globale. J'aime Mmh. beaucoup cette approche, holistique que tu nous partages et que j'imagine est aussi apportée par, ben, voilà, la naturopathie, par tes différentes, formations. C'est pour moi, ça a beaucoup hem et de venir, ouais, regarder dans toutes ces sphères autour de nous. Et dis-nous un petit peu aujourd'hui, donc s'il y a des femmes qui écoutent, ce podcast et cet épisode et qui aimeraient, bah, voilà, peut-être travailler avec toi, te rencontrer, découvrir ton univers, quels sont aujourd'hui, tes outils à toi que tu utilises pour, accompagner les autres et quelle est un petit peu ta mission avec, ce que tu proposes? Hem Les outils, c'est tout ce que j'ai évoqué. C'est voilà, l'alimentation, la gestion du stress et du système nerveux, réguler son système nerveux, ça va être, heu, la phytothérapie. En fait, la naturopathie, c'est vraiment avoir, une énorme, boîte à outils et venir piocher. En fait, c'est comme un ouais, tu vois, un grand chapeau Mmh. et tu viens piocher, bah, voilà, en fonction de chaque personne, ce dont elle a besoin. Hem Parfois, il y a quelque chose qui pourrait correspondre à la personne, mais à sa problématique, on va dire, mais qui va pas correspondre avec qui elle est vraiment. Et ça, c'est pareil, c'est ce que j'essaie d'apporter dans ma pratique, c'est de comprendre la personne. Quels sont ses besoins, quelles sont ses envies et pas aller contre ce qu'elle est non plus. Hem, Mmh. donc voilà, c'est vraiment ma mission, c'est vraiment d'être un pilier, je pense, de soutien, d'écoute pour la personne. Et de lui donner Mmh. tous les outils pour qu'elle reprenne sa puissance elle-même. C'est vraiment lui redonner Mmh. l'autonomie. Voilà. Et du coup, on peut travailler avec toi donc en présentiel,
dans ton nouvel espace à Brest, mais est-ce que tu donnes aussi, des possibilités de travailler en visio? Comment est-ce que voilà, comment est-ce que si une femme souhaite travailler avec toi, comment est-ce que ça se passe? Oui, donc effectivement, j'ai ouvert mon cabinet, à Brest où j'accompagne, donc en présentiel et en massage aussi qui est une partie de ma pratique et j'ai aussi une autre partie en visio, justement où on peut faire, voilà des donc j'ai deux grandes manières de travailler. Soit c'est un bilan naturopathique, on appelle ça, c'est vraiment le 1er bilan, où on se rencontre. Donc j'envoie un énorme, questionnaire de 10 pages, avec plein de questions à remplir pour connaître la personne au mieux. Ensuite, on se rencontre pendant 1 heure et là, on va vraiment creuser sur, voilà, quelles sont les problématiques, on reprend un peu, voilà, tout la timeline de la vie de la personne aussi. Moi, je travaille sur un programme après et on se revoit 1/2 heure et là, voilà, j'explique tout le programme, comment est-ce qu'on met en place. L'idée, c'est qu'elles aient quelque chose à mettre en place de clair et il y ait pas, tu vois, de questionnement, où il y ait pas de choses qui sont pas claires et sinon, je fais des accompagnements sur 3 mois. Et ça, c'est Mmh. vraiment ce que je préfère parce que justement, on peut pas changer tout d'un coup. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est aussi avoir un soutien. Quand on fait ces changements-là, quand ça va pas, on a besoin en fait de quelqu'un à qui parler et parfois on trouve pas ce soutien forcément avec nos proches ou avec le corps médical. Donc c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui comprend, avec qui on peut échanger, c'est super. Donc sur 3 mois, ça permet vraiment de, de lisser les choses et ce que j'aime bien dire aussi, c'est que en fait, notre cycle actuel, c'est le reflet de notre ovulation d'il y a 3 mois quand on travaille sur le cycle, ce qu'on met en place, on verra vraiment les fruits au bout de 3 mois. Donc Mmh. parfois, en fait, on met des choses en place, on se décourage, on se dit: «Bon, bah, voilà, j'ai fait 1 mois, j'ai fait tout bien et il y a pas de je vois pas les résultats». En fait, voilà, il faut tenir 3 mois pour se dire: «OK, là, j'ai vraiment mis ces choses en place et est-ce qu'il y a un résultat ou pas?» Ah, j'adore cette notion de patience et de Ouais. persévérance et comme tu dis, ouais, le corps a besoin de s'adapter, prend du temps aussi, ben, pour s'adapter à ces changements, à ces nouveaux, à ces nouvelles habitudes et de Mmh, persévérance et de croire en soi et oui, du coup, j'imagine que ça fait encore plus sens dans cet accompagnement de 3 mois où du coup, mmh. tu un peu ouais, t'es vraiment ce pilier, ce soutien qui accompagne l'autre en disant: «Mais vas-y, continue, ça Ouais. va fonctionner, il faut persévérer, il faut essayer, il faut pas, perdre espoir Mmh. et il faut donner le temps au temps et le temps à ton corps aussi de, bah, voilà, de s'adapter à tout ça». Bah, c'est ça, puisque ce que je leur dis à chaque fois, c'est: «On peut pas régler en 1 mois des déséquilibres qui, la plupart du temps, sont là depuis des années ou depuis des mois», parce que, voilà, on n'a pas trouvé d'aide et généralement, les personnes que je vois en consultation, c'est des personnes qui ont déjà tout essayé et qui sont déjà, voilà, qui en peuvent plus. Donc il faut du temps, c'est normal et voilà, il faut croire en soi. Mmh. Mmh. Merci beaucoup Jordan, pour cette conversation vraiment, passionnante et pour toutes tes connaissances, de fait de ton expérience, de tes formations. Avant de clôturer cet épisode, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire, à des femmes qui peut-être sont dans des cas similaires de ce que toi tu as vécu? Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui avec, ton recul et ton expérience? Je voudrais leur dire que tous les symptômes qu'elles ont, tout ce qu'elles ressentent, tout ce qui est trop parfois, que c'est pas une fatalité et que, ça peut même devenir des leviers de transformation. Mmh. Je serais pas là aujourd'hui si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Ça a été compliqué, mais je pense que ça m'a servi énormément. Donc voilà, qu'elles croient en elles, qu'elles hésitent pas à se faire accompagner aussi parce que c'est important d'être écoutées, entendues et d'avoir de l'aide extérieure et que, voilà, elles ont le droit de vouloir aller mieux, elles ont le droit de vouloir se sentir bien et que voilà, il faut juste qu'elles acceptent ça, elles s'acceptent et qu'elles aient foi en elles-mêmes. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup Jordan. Merci à toi.